bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est un auteur de thriller, notamment né à Béziers, dans l'Hérault. Il a grandi au pied des Pyrénées, puis fait des études à Tarbes et à Toulouse avant de séjourner un an en Espagne. Il fait d'abord carrière dans l'administration des douanes comme contrôleur principal, tout en participant à des concours de nouvelles avant de franchir le pas et d'envoyer un manuscrit de roman à des éditeurs. Il publie son premier roman, Glacé, en 2011, salué par la presse. Glacé a très vite connu un large succès par le public, a été traduit ou est en cours de traduction dans une dizaine de langues, dont l'anglais. Il rencontre le même succès dans plusieurs pays européens. Glacé a même été adapté en série télévisée par Gaumont Télévision et M6, diffusé sur la chaîne en 2017, est disponible depuis 2017 sur Netflix. Et vraiment, vous allez retrouver Glacé sur Netflix. Allez-y, je vous la recommande. Glacé a pour héros, c'est simple, le commandant Martin Servaz, un policier de Toulouse, profondément humain et lettré, confronté à une série de crimes aussi épouvantables qu'incompréhensibles dans les Pyrénées, au cœur de l'hiver. Son deuxième roman, Le Cercle, paru en octobre 2012, renoue avec le même personnage et se situe cette fois-ci dans le milieu d'une petite ville universitaire fictive du Sud-Ouest. Après N'éteins pas la lumière en 2014, Une putain d'histoire en 2015, prix du meilleur roman francophone du festival Polar de Cognac et Nuit en 2017, il a publié Sœur en 2018. Il fait aussi partie, il faut le souligner, du collectif d'artistes, la Ligue de l'Imaginaire. Et votre invité obtient de nombreux prix et distinctions comme le prix Polar au Festival Cognac 2011, donc on l'a dit pour Glacé, le prix Découverte, Polar Pourpre 2012, encore pour Glacé, le prix de l'embauchure 2012, décerné par la police de Toulouse pour Glacé, décidément, ce roman a cartonné. Et puis on va le dire aussi, parce qu'on parle de Glacé, il a été également finaliste du Grand Prix des lectrices de Elle dans la catégorie roman policier du prix du Polar européen, Le Point, du prix Maison de la Presse et du prix Plume de Glace. Prix des bibliothèques et des médiathèques, Cognac 2013 pour Le Cercle, et enfin prix du meilleur roman francophone du festival de Cognac en 2015 pour Une putain d'histoire. Décidément, ça fait beaucoup de choses. Votre invité, il est simple, il s'agit de Bernard Minier, vous l'aurez reconnu, il vous présente son dernier roman, Aime le bord de l'abîme, aux éditions XO, qui d'ailleurs on en profite pour saluer et remercier comme toujours Stéphanie, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. On vous embrasse Stéphanie. Bernard Minier, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour. Bernard, quel parcours, dites donc, hein. Chaque année, ça se rallonge. Oui, d'ailleurs, on n'en est plus à une dizaine de langues, maintenant on en est à 21 en fait, pour être exact. Ça a été multiplié par deux depuis, et puis ça ne cesse de grandir chaque année. Oui, et puis ça passe finalement en très peu de temps. Donc voilà, quand je me lève le matin en me rasant, je me demande si je vais pas me réveiller d'un très long rêve, mais non, ça continue. Ouais, c'est incroyable. La première question, elle est simple. Racontez-nous votre première expérience dans les douanes, à vos débuts. C'est fou ça, vous deviez être là-dedans, puis en fait pas du tout, vous avez basculé. Enfin, racontez-nous, c'est marrant ça. En fait, j'ai passé quand même 26 ans dans les douanes, hein, donc 26 ans dans des bureaux. Hein, j'ai jamais été ni en uniforme, ni à la frontière, ni dans les aéroports. J'étais à la direction. Voilà, 26 ans de vie de bureau, à prendre le RER tous les matins, 3 heures de transport par jour quasiment. Donc voilà, moi les problèmes de transport pour aller au travail, j'ai bien connu aussi pendant longtemps. Mais j'ai toujours écrit, j'écris depuis que je suis enfant, adolescent, j'écrivais aussi toutes sortes de textes, des choses très différentes, des poèmes, un journal, de la science-fiction, du fantastique, enfin bref. Et puis j'ai finalement décidé d'envoyer mon premier manuscrit à quasiment 50 ans, c'était Glacé, grâce à un ami qui m'a convaincu de le faire. Et il était temps, visiblement, puisqu'on connaît la suite. Racontez-nous comment le déclic, surtout, et surtout cette passion, cette réussite pour l'écriture est venue. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Moi, j'ai toujours écrit quasiment, hein, depuis que je suis à l'âge d'écrire, hein, donc vraiment très très jeune. Au fond, je pense que ça vient c'est une histoire que j'ai maintes fois racontée. Je pense que ça vient d'une lecture de Robinson Crusoe par une maîtresse remplaçante en fin d'année scolaire. Ça devait être au CE2 ou au CM1, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'étais encore un gamin. Et
par un après-midi de juin, elle nous a lu ce texte magnifique et tout de suite, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire au fond, raconter des histoires. Et il se trouve que moi, on parle des années 60, hein, fin des années 60, et oui, parce que je suis pas tout jeune non plus. Et donc à cette époque-là, il y avait 2 chaînes de télé, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de jeux vidéo. Il y avait une salle de cinéma, mais qui programmait souvent des films, j'étais trop jeune pour voir. Donc en fait, qu'est-ce qui est resté? Au fond, il restait les jeux au grand air et les livres. C'était nos seules occupations. Et finalement, je suis très heureux d'avoir grandi à cette époque-là, parce que je ne sais pas si j'aurais fait ce que je fais aujourd'hui sans ça. Bernard, quelles sont vos passions quand vous n'écrivez pas notamment? Qu'est-ce qu'il aime faire Bernard Minier? Le problème, c'est qu'il aime m'écrire tout le temps. Je déteste les vacances, j'en prends très peu. Aux 3 jours de vacances, je m'emmerde. Donc il faut vraiment que je retourne à mon ordinateur et que je me remette à écrire, à inventer, à créer. Donc quand j'écris pas des romans, j'écris autre chose, hein, des scénarios par exemple. J'ai un petit projet de bande dessinée aussi. Et puis j'aime voyager. Je voyage beaucoup déjà parce que j'ai, comme on l'a dit, eu la chance d'être traduit dans pas mal d'endroits. Là, je rentre de Prague où j'étais le week-end dernier et ça a été une expérience formidable parce que le monde des livres à Prague, ça a drainé énormément de monde. C'est un pays de grands lecteurs. Les Pragois et les Tchèques sont de grands lecteurs. C'est quand même le seul pays qui a mis à sa tête un président qui était un écrivain, hein, Václav Havel. Donc, et bientôt, je vais aussi aller en Pologne, en Roumanie. Voilà, je fais beaucoup aussi les pays du centre de l'Europe ou de l'est de l'Europe, qui sont aujourd'hui des pays qui connaissent une embellie économique, hein, un peu leur 30 glorieuse. La Pologne, avec croissance à 5%, très très peu de chômage. La République tchèque, c'est pareil. Et ce sont donc des gens qui ont aujourd'hui un pouvoir d'achat qui évidemment ils n'avaient pas quand ils étaient sous le régime communiste, et qui achètent des livres et qui en lisent beaucoup. Donc j'ai la chance d'être lu dans ces pays-là. Moi j'adore aller à la rencontre des lecteurs et des lecteurs étrangers encore plus, parce que c'est fascinant avec des histoires aussi géographiquement ancrées que les miennes, puisque la plupart de mes romans se passent dans le sud-ouest, avec mon personnage emblématique qui est Martin Servat, ce flic toulousain, de voir que des lecteurs tchèques, des lecteurs polonais, des lecteurs allemands, ou même des lecteurs argentins ou mexicains, puisque je me suis rendu aussi dans ces pays-là, ou sud-africains, s'identifient à ce personnage, c'est quand même une récompense extraordinaire, et ça prouve bien qu'aujourd'hui le monde est bien un village global. Et pas du tout alors de sport ou autre, rien du tout. C'est vraiment... Si, un petit peu. Oui, si, non, quand même, un peu plus. Non, je fais quelques activités physiques et puis je sors aussi de ma caverne. J'ai la chance d'habiter dans un très bel endroit et il m'arrive d'en sortir, évidemment, pour aller voir les amis. Moi, je suis à quelques encablures de Paris, donc je vais à Paris assez régulièrement. Bien. Alors, si on s'invite, là, on est avec vous, on est chez vous. Bernard, si on s'approche là de votre bibliothèque, voilà, on est avec vous, on s'imagine. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur de celle-ci? Je pense que ce qui caractérise une bibliothèque, c'est non seulement c'est sa variété, sa diversité et sans doute le nombre de mes centres d'intérêt. Parce que dans une bibliothèque, je l'ai vu devant moi, il y a aussi bien de cette littérature qu'on appelle assez improprement blanche, entre guillemets, que des romans policiers, mais alors qui sont du côté de mon bureau, dans une autre bibliothèque, que de la philosophie, de la géographie, de l'histoire, des ouvrages de vulgarisation scientifique, il y a absolument de tout. Je crois que de toute façon, quand on est auteur, on a besoin d'avoir cette curiosité-là, et de diriger ses antennes un peu dans toutes les directions. Moi, je suis curieux d'un peu tout. Voilà, tout ce qui concerne l'humain et l'humanité m'intéresse, aussi bien les progrès de la science que la philosophie, que la sociologie, que l'histoire. J'adore apprendre. Je pense que ce qui nous garde en vie, c'est le fait d'apprendre, de ne jamais cesser d'apprendre. On est un perpétuel apprenti quand on est vivant, et moi je continue d'apprendre plein de choses au fil des jours et m'émerveiller également. Voilà, je suis absolument pas blasé et j'espère que je le serai jamais. Bernard Minier, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier livre qui s'intitule Aime le bord de l'abîme aux éditions XO. Comment vous est venue l'idée de départ d'écrire cet ouvrage? Expliquez-nous. Justement par cette curiosité dont je viens de parler. Oui. Et en fait, comme tout le monde, j'entendais parler d'intelligence artificielle à travers les journaux, à la télé, à la radio, dans
des conversations entre amis et j'ai eu envie d'aller voir par moi-même un peu ce qui se passait là-dedans, d'en savoir plus aussi. Et c'est toujours frustrant d'avoir une information parcellaire. Et donc j'ai lu à peu près tout ce qui a été publié sur le sujet, sinon tout. Du reste, la bibliographie à la fin du roman en témoigne. Et quand j'ai eu ce panorama devant les yeux, j'ai eu envie de partager tout ça à travers une histoire, parce que c'est ce que je sais faire, raconter des histoires, et parce qu'à travers une fiction, ça permet au lecteur aussi de vivre les choses, de les toucher du doigt, de ressentir ce que ressentent les personnages. Et c'est tout autre chose que de se voir délivrer une information à l'état brut, quand s'y mêlent des émotions, des impressions, voilà. Et c'est ce que... Et donc, dans M. Le Bois d'Anime, évidemment, il y a un personnage qui est une jeune Française qui s'appelle Moira, qui va se retrouver embauchée par une entreprise, un géant de l'Internet et de la téléphonie mobile qui s'appelle Ming. Et avec elle, on va découvrir ce monde de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, comme c'est un thriller, ça va pas se passer sans accroc ni frayeur, puisque cette entreprise a plus un secret et surtout on a tendance à y mourir de mort violente. Exactement, et comme d'habitude, on va en reparler juste après de cette histoire si captivante où on ne fait que tourner les pages. On va y revenir tout à l'heure. Simplement, on va, juste avant de revenir sur l'histoire et de la raconter en quelques mots pour celles et ceux qui arrivent et qui nous suivent, juste, Bernard, comment s'est passée la phase d'écriture, oui, en termes de chapitres, personnages et autres, puisqu'il y avait un plan, on sait qu'il y a certains auteurs qui le font. Est-ce que vous, c'est votre cas ou pas du tout? Expliquez-nous. Ça varie d'un roman à l'autre, ça dépend des exigences de l'histoire que je vais raconter, du récit. Donc c'est très variable, hein, Entreglacé, N'éteins pas la lumière, Une putain d'histoire, Nuit, Sœur et M. À chaque fois la méthode est un poil différente. J'ai toujours le début, j'ai toujours la fin, j'ai toujours des points d'encre au milieu. Après, quelquefois, j'ai pas vraiment un plan très développé. Ici, il y a eu quand même une phase de construction très très importante parce que la quantité d'informations dont j'avais besoin pour raconter cette histoire était considérable, hein. Même évidemment, si ce qui transparaît dans le roman n'est que la partie émergée de l'iceberg, il y a tout un tas de choses que moi je sais sur le sujet que j'ai gardé sous silence parce que c'est pas le but non plus. Mais donc il y a eu une première phase très très importante de construction, de documentation, de recherche. Et ensuite, pour la première fois, j'avais un plan très élaboré puisque c'était le synopsis faisait environ 80 pages, ce qui est quand même considérable pour un roman qui a fait à peu près 500. Donc oui, cette fois-ci, j'avais vraiment scène par scène un déroulé très précis de ce que j'allais écrire, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Ah oui, 80 pages, oui, ça en fait déjà, dis donc, pour un synopsis. Oui, donc je savais où j'allais, quoi. Quand j'ai commencé vraiment la phase d'écriture proprement dite, je savais où je mettais les pieds. Quelquefois, c'est pas le cas. Quelquefois, je sais comment ça va se terminer, j'ai le point de départ, et puis entre les deux, parfois, c'est un peu plus flou, et la construction se fait au fil de l'écriture. J'ai pas une méthode, voilà, je suis pas arc-bouté à une façon de faire. C'est souvent le sujet et puis l'histoire, le récit qui commande. Bernard, racontez-nous en quelques mots, oui, cette incroyable histoire que va vivre notamment Moira, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous nous captivez, on peut le dire du début jusqu'à la fin. Bravo à vous, Bernard. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, comme je l'ai dit, c'est ce personnage de Moira, cette jeune Française qui travaille au laboratoire Facebook de Paris et qui est embauchée sur le géant de l'Internet chinois basé à Hong Kong, et donc qui va arriver là-bas et découvrir cette ville vertigineuse à tous égards pour la première fois, comme je l'ai moi-même découverte, qui va aussi découvrir ce qu'on appelle le centre avec un C majuscule, qui est un campus en quelque sorte, qui est un peu ce que Googleplex est à Google, ce que Menlo Park est à Facebook en Californie, qui est un campus où se côtoient toutes les nationalités et où on fabrique le monde d'aujourd'hui et de demain. Et donc elle va devoir travailler sur ce qu'on appelle un chatbot. Un chatbot, c'est un assistant conversationnel, une sorte de super Siri ou de super Alexa qui s'appelle Leus, qui a réponse à peu près tout, mais qui est encore en phase de développement. Et en même temps qu'elle va essayer d'humaniser, puisque c'est son travail à elle, hein, elle travaille dans ce qu'on appelle l'Internet des émotions, c'est-à-dire donner des émotions ou un semblant d'émotion et d'humanité à ces machines, à ces applications. Et c'est une discipline qui se développe de plus en plus. Et en même temps, elle va découvrir qu'il y a plein de secrets dans cette entreprise, qu'on a tendance à y mourir de mort violente, par suicide, par accident ou même par meurtre. Et parallèlement, on a deux policiers hongkongais, un jeune qui s'appelle Chan et un plus ancien qui s'appelle Elijah,
qui enquête sur une série de meurtres commis par celui qu'ils ont baptisé le prince noir de la douleur, et dont les victimes ont pour point commun d'avoir toutes, à un moment ou à un autre, travaillé chez Ming. Voilà, je crois que là, on en a déjà dit pas mal. Quels sont vos projets pour la suite? On va revenir sans doute à Serval. Du reste, je suis déjà en train de travailler au prochain roman. Alors, je pose les bases, j'installe mon histoire en ce moment, et donc je reviens à mes premières amours, c'est-à-dire Toulouse, les Pyrénées, et puis commandant Martin Servaz. Voilà. Puis j'ai aussi quelques projets en cours de scénario. Voilà, j'ai été contacté, comme on l'est tous, par des producteurs, et par ailleurs, j'ai aussi un petit projet de roman jeunesse. Alors ça, je sais pas à quel moment ni quand ça paraîtra. Donc pas mal de pain sur la planche, et c'est tant mieux. Excellent. Ben, on va suivre tout ça avec le plus grand des plaisirs. Passons tout de suite à la Minute Cool, si vous le voulez bien. C'est parti. Plutôt Toulouse ou Tarbes? Les deux, mon capitaine. Il se trouve que j'ai étudié à Tarbes et j'ai étudié à Toulouse, et à chaque fois de manière très peu glorieuse, puisque j'ai fait une année de BTS dans un lycée tarbais, mais on m'a fichu dehors au bout d'une année. Et ensuite, j'ai essayé médecine à l'université Paul Sabatier à Toulouse, et ça s'est assez mal passé aussi. Donc voilà. Et après ça, je suis parti 1 an en Espagne, sans un sou, sans diplôme aussi. Et puis en revenant, je suis rentré dans les douanes. Aussi simple que ça. Quel parcours. Oui, enfin, c'est pas le plus brillant qui soit, on est bien d'accord. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent les Pyrénées. Barrière, sauvage, authentique. Votre dernier film ou série que vous ayez vu, c'est le ou laquelle? C'est la saison, comme tout le monde, je crois. C'est la saison 8 de Game of Thrones. Du reste, ne me dites rien, parce que je sais que l'épisode ultime a été diffusé il y a pas longtemps, je l'ai pas encore vu. On ne dit rien, chut, promis. La musique que vous êtes capable d'écouter en boucle, c'est laquelle? Le Boss, toujours et encore, Springsteen, bien entendu, qui sort, je crois, un nouvel album à la fin du mois, et une tournée derrière. Voilà, j'ai une admiration immense pour ce bonhomme, non seulement pour l'artiste, mais pour l'homme aussi, qui est, lui, comme les Pyrénées, tellement authentique, tellement vrai. Et il y a quand même dans le milieu dans lequel on évolue pas mal de faux semblants et d'hypocrisie. Moi, j'admire ce type. C'est quand même quelqu'un qui a écrit plus de 600 chansons dans sa carrière. Et puis souvent des textes magnifiques. Les grands albums de la grande période de Springsteen dans les années 70-80. Il y a des textes sur le milieu ouvrier, sur les petites gens, sur la société américaine, sur sa violence aussi, qui sont extraordinaires. Je suis un peu moins convaincu par la dernière période, et le peu que j'ai entendu du prochain album, j'ai un peu peur de ce qu'on va entendre, mais malgré tout, je reste fidèle. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? J'avoue que c'est le genre de questions que je ne pose jamais, vu que ça n'arrivera pas. Je m'en fiche un peu. Si j'étais un personnage célèbre, j'en sais rien. Peut-être Guéluron, tiens, le personnage de Gottlieb. Voilà, il en a un quand même. Et enfin Bernard, si vous aviez un rêve, ce serait? Ce serait que ce que je fais aujourd'hui continue encore très longtemps, de vieillir très vieux et d'écrire jusqu'à la dernière minute. Je pense qu'avec ça, je m'en satisferai amplement. Bernard Minier, rappelons que vous êtes l'auteur de M, le port de l'abîme, aux éditions XO. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sauté. Merci à vous, merci pour votre intérêt. Avec un immense plaisir, vous savez que vous revenez pour le prochain. Oui, je me doute un peu, oui. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous, bonne lecture, salut.